On est ravis, en tout cas, nous, de vous présenter le lancement d'une nouvelle phase du générateur qui est l'ouverture de l'appel à candidature euh, dans le cadre de la modélisation et de la duplication de dispositifs. Des petits rappels avant de commencer, mais je pense que vous avez toutes et tous l'habitude. Si c'est possible pour vous de bien couper les micros, après, bien sûr, vous pourrez les réactiver pour le temps de questions-réponses. En attendant, si vous avez d'ores et déjà des questions, vous pouvez nous les transmettre en commentaire dans le chat. Si vous avez des réactions, quelles qu'elles soient, vous pouvez aussi les manifester. Et puis, si vous le souhaitez par la suite, interagir, on vous invitera à lever la main pour participer. Et enfin, comme vous avez sans doute dû l'entendre en arrivant sur ce lien, la présentation est enregistrée pour celles et ceux qui ne pourraient pas être avec nous aujourd'hui. Je vous propose, en tout cas, dans ce temps, donc, on aura Armande Roch, notre administratrice nationale, qui vous fera une petite introduction sur les aidants. On vous présentera ensuite le programme du générateur de solidarité, donc par Lionel Berton, directeur du pôle qualité et développement réseau à l'UNAPI. S'en suivra un temps où nous allons vous présenter les deux dispositifs proposés à la duplication. Ça, ce sera Delphine Lecaille des Papillons Blancs d'Asbrook et Marie Picavet des Papillons Blancs de Lille qui vous présenteront respectivement les deux dispositifs pour lesquels vous pouvez vous inscrire par la suite. S'en suivra d'un temps où nous vous présenterons les modalités de participation à cette nouvelle étape du générateur. On laissera un petit mot à nos partenaires et à notre responsable des partenariats, Léa Allemandou. Et puis, bien sûr, il y aura un temps questions-réponses voilà, où vous pourrez poser toutes les questions sur le programme du générateur de solidarité. Sur la présentation du programme générateur, donc Lionel, je ne sais pas si tu es bien là. Pardon, bonjour à tous, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui. Ça va? Ok. Ben voilà, donc en introduction, pour vous présenter effectivement le générateur, juste un petit mot sur une des missions principales de l'UNAPI, dans une logique d'animation de réseau, c'est de soutenir les dispositifs innovants du réseau. Donc vous savez qu'on est un réseau très important, plus de 300 associations, 3200 établissements et services, donc il se fait des choses très bien innovantes un peu partout sur tous les territoires. Et donc, une de nos missions, c'est bien d'identifier ces bonnes pratiques, ces innovations, de les valoriser. Et on verra la particularité du générateur, c'est qu'effectivement, on est plus maintenant dans cette logique de duplication. Sur le premier temps, sur l'identification, globalement, ce que l'on fait depuis maintenant de nombreuses années, on peut même dire c'est ce qui est toujours fait, c'est effectivement de favoriser le partage de ce qui se fait dans le réseau pour que le plus grand nombre d'associations et d'établissements puissent en avoir connaissance. Je cite un exemple, lorsqu'il y a les congrès UNAPI, la veille du congrès, traditionnellement, ça a toujours existé à ma connaissance, il y a des visites d'établissements qui se font, qui sont organisées par la région. Eh bien, c'est l'occasion pour tous les congressistes qui sont présents d'aller visiter des établissements, mais surtout dans une optique de s'inspirer de ce qui se fait sur les territoires, dans la région qui organise le congrès. Donc, au niveau de l'UNAPI, on a aussi créé des programmes dédiés. Celui qui est, je pense, assez connu, c'est le prix UNAPI GMF, donc qui est un prix qui est remis lors du congrès et qui permet de valoriser des initiatives qui existent dans le réseau en lien avec la thématique du congrès. Il y a la même chose avec l'essentiel sur des projets artistiques et participatifs. Voilà, donc on a des programmes dédiés. Le générateur est un programme dédié et on a lancé un nouveau programme qui vise à identifier les innovations au niveau du réseau UNAPI, mais plus dans la logique les initiatives en termes de transformation de l'offre et des organisations. Comment on identifie
ces dispositifs innovants, eh bien, par des visites, des rencontres, des échanges téléphoniques, par le biais des journaux associatifs, des newsletters des associations qui nous remontent au niveau national, et depuis maintenant 3 ans, avec la plateforme collaborative, qui est un excellent moyen de connaître et de valoriser ce qui se fait sur les territoires. Donc, au niveau de la valorisation, de façon classique, hein, on peut valoriser ce qui se fait par des vidéos, par des articles, par les réseaux sociaux, par le vivre ensemble, la newsletter, depuis la période Covid, de plus en plus avec les webinaires, et de façon beaucoup plus récente, je ne sais pas si Johanna a l'occasion d'en parler, mais je pense qu'elle en dira un petit mot, sur l'idée de capsule sonore qui permet de valoriser ce qui se fait avec un mode de diffusion tout à fait original et nouveau en ce qui concerne l'UNAPI. Et puis, la dernière étape, on pourrait dire ce qui est particulier au générateur de solidarité, c'est cette idée de duplication. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement d'identifier, de faire connaître ce qui se fait, mais de le modéliser, de le formaliser, de l'écrire et de faciliter la duplication par des associations que ça intéresse. Et c'est l'objectif principal du générateur de solidarité. Je ne sais pas si tu peux passer à la slide suivante. Donc voilà, donc le générateur de solidarité saison 2, de quoi s'agit-il? Donc c'est bien un programme de modélisation et de duplication de dispositifs à fort impact social qui est destiné aux aidants familiaux. Donc pour nous, sur la méthode, c'est vraiment modéliser, c'est-à-dire formaliser, et dupliquer, c'est-à-dire faciliter l'appropriation par les associations que ça intéresse. Le choix de la thématique des aidants familiaux, on en parlera après, parce que c'était l'objet de l'intervention d'Armande, mais si elle ne peut pas se connecter, je pense qu'on sera en capacité d'expliquer pourquoi ce choix. Donc, le générateur de solidarité, pourquoi faire? Évidemment, l'objectif principal, c'est d'identifier les dispositifs qui permettent d'apporter des solutions aux aidants, et donc d'identifier ce qui fonctionne de façon à ce que ça puisse bénéficier au plus grand nombre, dans l'optique d'améliorer le bien-être et le soutien aux aidants familiaux. Donc ça, c'est pour les bénéficiaires du dispositif. Et puis, comment ça fonctionne sur de la façon davantage de méthodologie, avec 2 acteurs, les associations qui modélisent, donc les 2 associations, là en l'occurrence, qui ont été retenues dans une optique de prestation à destination des aidants familiaux. Donc, bon, on aura le témoignage des 2 associations. Je pense qu'elles pourront expliquer, les personnes pourront expliquer concrètement à quoi ça sert pour les associations, mais ça a aussi pour objectif de formaliser davantage le dispositif qui a été mis en place, mais également de valoriser, de communiquer davantage. Et puis, pour les associations qui dupliquent, donc là, on s'adresse à vous spécifiquement sur ce webinaire-là. Globalement, ce qui est important pour vous, qui souhaitez, j'espère, candidater pour pouvoir dupliquer, eh bien, c'est que vous disposez d'un dispositif clé en main, un dispositif qui fonctionne, qui a fait ses preuves et qui est formalisé. Vous accompagnez en montée en compétence sur la gestion de projet, avoir la possibilité d'échanger entre pairs sur le dispositif, et notamment avec les associations qui sont à l'initiative des dispositifs, et de bénéficier d'un soutien financier pour la mise en place. Voilà, donc ce que j'ai oublié de dire sur le choix des 2 associations, c'est que ça ne s'est pas fait par hasard, c'est-à-dire qu'il y a eu un appel à candidature, un certain nombre d'associations ont candidaté, et un jury s'est réuni, composé d'administrateurs du niveau national, de salariés de la tête de réseau, de représentants du niveau régional et des associations locales, à partir d'une grille de synthèse et de compréhension des dispositifs. Et le jury a débattu longuement, mais a choisi 2 associations pour la pertinence des dispositifs qui ont été mis en place. Donc concrètement, comment ça marche? Les 2 associations qui ont développé ces dispositifs ont été choisies. Il s'agit des Papillons Blancs de Lille et des Papillons Blancs d'Hazebrouck.
Le travail qui est finalisé, ou presque, Johanna, il me semble, c'est la modélisation des dispositifs et les outils qui permettent de les valoriser. Pour l'étape qui nous intéresse vraiment maintenant, c'est l'étape 2 du dispositif. L'objectif, c'est de retenir au sein du réseau 6 associations qui vont donc dupliquer les dispositifs développés par Lille et Hasbrook. Et dans la mesure du possible, 3 associations sur un dispositif et 3 associations sur l'autre dispositif. Et donc, le dispositif prévoit un accompagnement des associations dans la mise en œuvre et également des modalités de soutien financier qui seront développées un peu plus tard. Et voilà, donc là, je repasse la parole à Johanna pour la présentation des modalités concrètes. Alors, et même avant, ce qu'on vous propose, ça va être d'en savoir un peu plus sur les deux dispositifs. Alors, avant de laisser la parole à Marie et Delphine et de découvrir en images ces deux dispositifs, on fait un petit retour en arrière où on vous propose de découvrir cette schématisation. Donc, c'est dans le cadre du groupe de travail du générateur de solidarité, comme vous l'a expliqué Lionel, qui est composé d'associations locales, régionales, de membres de la tête de réseau. Nous avons constitué cette typologie cette cartographie des différents types de dispositifs que l'on pouvait identifier au sein du réseau à destination des aidants familiaux. Donc, on a repris ce même schéma, voilà, pour vous montrer dans quel cadre, enfin, dans quelle brique, dans quelle catégorie se situaient les deux dispositifs que nous avons retenus. Donc, nous avons en l'occurrence des séjours de répit qui vont vous être présentés dans quelques instants par les papillons blancs de Lille et un cycle de conférences et groupes de parole qui vont vous être présentés par Delphine. Je n'en dis pas plus. Alors, j'arrête le partage, mais j'arrête le partage. Est-ce que vous voyez toujours bien mon écran pour la vidéo? Oui. Oui. Eh ben, c'est parfait. Donc, en image, je vous propose de découvrir le dispositif de Lille. Cette saison, le générateur de solidarité est dédié à la thématique des aidants familiaux. Ce programme d'accompagnement est basé sur la duplication de dispositifs existants au sein du réseau UNAPI. Dans ce nouvel épisode, nous allons vous dévoiler l'un des 2 projets retenus par le générateur de solidarité. Au Papillon Blanc de Lille, coup de projecteur sur les vacances. En tant qu'aidant, il est difficile de relâcher la pression du quotidien et la mise en place d'un voyage relève d'une grande organisation avec un proche en situation de handicap. Pour leur offrir une bulle d'air, l'association a développé 2 séjours de répit. Le séjour Aidant Aidé propose une semaine clé en main pour des vacances en groupe allant jusqu'à 4 familles. Le séjour avec accompagnement individuel offre aux familles la présence d'un professionnel à temps plein sur les lieux de vacances. De quoi ravir les familles avec des solutions adaptées à leur vision des vacances. On était accompagnés de 2 éducatrices et on était 4 familles, aidants, aidés. Ça rapporte la tranquillité de ne plus avoir à charge, les enfants dans la journée. En fin de compte, on sait que les éducateurs viennent les chercher après le déjeuner et l'après-midi, ils avaient des activités. On était vraiment libre de faire ce qu'on avait envie, quoi. J'aime bien la piscine, donc j'étais à la piscine tous les jours. Les autres vacances qu'on faisait avec Valérie, c'était dans la famille, en fin de compte. 3-4 jours maximum. Nous, si on nous dit tu peux repartir, je repars. C'est à refaire et je souhaite que d'autres associations en font autant. Parce que vraiment, c'est indispensable. L'accompagnement m'a apporté des moments un peu de liberté. Les autres années, j'étais non-stop avec Marion. Je n'allais pas à la plage avec mes petits-enfants, je participais pas à des sorties vélo. On avait quasiment renoncé à partir en vacances parce que ça paraissait vraiment trop compliqué. On a été mis en relation avec l'association qui nous a proposé une personne et qui aurait pu nous consacrer un certain nombre d'heures d'encadrement de Marion pendant notre séjour. Et donc la présence de Vladimir
nous permettait de consacrer quelques heures à nos enfants, nos petits-enfants, pour aller à la baignade ou organiser quelques promenades. C'est des petites choses, mais des petites choses qui ont une valeur énorme, énorme. Moi, j'ai vraiment vécu cette période estivale à Lacanau comme un grand souffle d'air, quoi. D'ailleurs, j'ai remis ce dispositif en place avec une autre personne qui va nous accompagner cette année. Faites partie de l'aventure. Bénéficiez d'un accompagnement pour mettre en place ce dispositif au sein de votre association. Envoyez votre formulaire de candidature à générateurSolidarité@unapi.org. Et alors, sans transition, je vous propose d'écouter Marie Picavet pour nous en dire un petit peu plus sur ce dispositif. Oui, bonjour à tous. Alors, je vais essayer de vous dire des petites choses. Vous m'interrompez si j'en dis trop ou si vous avez des questions. Donc, l'idée, du coup, c'est que l'Association des Papillons Blancs de Lille a créé en fait la plateforme d'accompagnement de répit pour les aidants de personnes en situation de handicap. Donc, l'idée, c'est vraiment de s'adresser à tout aidant de personnes en situation de handicap, quel que soit le handicap et quel que soit l'âge de cette personne aidée. À partir de là, rencontrer les familles, rencontrer les aidants, de voir un petit peu ce qu'il en est, de voir un peu leurs difficultés, de voir un peu ce qu'ils vivent au quotidien. Et c'était vraiment partir de leurs besoins. C'est comme ça que ces idées de séjour de répit nous sont venues en tête et où on a décidé de les mettre en place. À la base, il était prévu notamment des séjours aidants-aidés, donc avec des animateurs qui pouvaient être à disposition pour tout moment de la journée ou de la nuit en fonction des besoins des personnes en situation de handicap, sachant que du coup, ces intervenants peuvent aussi bien intervenir pour la toilette, pour les repas, pour les temps d'activité en journée. L'idée, c'est vraiment que dans la journée, en fait, les aidants puissent prendre du temps pour eux, se reposer, voire peut-être discuter avec les autres aidants présents ou pas. En fait, voilà, tout était possible. Et on a aussi fait une deuxième formule qui était plus à destination des enfants de moins de 20 ans, sous le même principe, une semaine de répit pour les parents, pour les aidants, mais pour que leurs enfants puissent être alors ça fait un peu la colo, mais pas tout à fait, puisque c'est un groupe maximum de 8 enfants pour 5 salariés, ce qui fait que c'est vraiment aussi favoriser les premiers départs. Et la troisième formule qu'on n'avait pas forcément imaginée, mais qui nous est venue justement à la rencontre d'une famille, ça a été de pouvoir permettre à cette famille de partir en vacances sur leur lieu de vacances, comme ils avaient l'habitude de faire depuis plus de 20 ans, mais en pouvant mettre à disposition un professionnel qui du coup pouvait être là pour les soulager pendant leur temps de vacances. Il avait un contrat de travail de 35 heures, mais en même temps, ces heures, elles étaient modulables. C'était vraiment en fonction des besoins de la famille, donc des aidants, et pour répondre au mieux aux besoins de la personne aidée. Donc, on est vraiment parti sur l'idée de pouvoir créer quelque chose qui est nouveau parce que des séjours aidants-aidés, c'est pas ce qu'on a l'habitude de faire. En fait, il y a beaucoup plus de séjours qui sont à destination des personnes en situation de handicap, mais pas forcément ce partage aidant-aidé. Et donc là, c'était vraiment permettre aux uns et aux autres de vivre une autre forme de vacances et de pouvoir se redécouvrir, de pouvoir passer d'autres moments ensemble. Et les résultats sont plutôt bénéfiques puisqu'on a réitéré ça. Donc, on avait fait ces séjours en 2021. On a réitéré ces séjours-là pour cet été 2022. Et donc, on va continuer parce qu'on a des besoins. Enfin, on constate qu'il y a des besoins, que ça correspond vraiment à des demandes. Et donc, on est dans cette forme d'accompagnement après une évaluation. On peut pas dire que c'est répondre à tout le monde et c'est vraiment une étude au cas par cas. On étudie vraiment, on rencontre vraiment les familles en amont. On construit à partir de ce qu'elles nous disent aussi. Et du coup, c'est aussi à destination. Ce qui était intéressant aussi, c'est que le public concerné, notamment les personnes en situation de handicap. On a aussi bien des personnes déficientes intellectuelles, mais aussi avec des troubles autistiques ou avec une forme de polyhandicap ou de la sclérose en plaques. Enfin voilà, tout est possible. On s'adapte.
voilà, au cas par cas, on s'adapte. On a construit cette boîte à outils, elle est loin d'être terminée parce qu'on a toujours des nouvelles idées. Et là, par exemple, cet été, on est aussi parti sur des idées de répit à la journée, par exemple en accompagnant une famille à la mer. C'est aussi parce qu'il y a des familles qui se sont retrouvées avec des séjours qui ont été annulés et où du coup, en réponse, on a pu leur proposer ça avec des relayeuses qui étaient présentes et qui assuraient ce temps de journée. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est en fait une nouvelle forme d'accompagnement. C'est vraiment ça. C'est vraiment l'idée de se dire on construit, on adapte. Enfin, c'est pas figé, on n'a pas une seule réponse. On continue d'avancer par rapport à ça. Eh ben, merci beaucoup, Marie. Alors, vous avez sans doute des questions sur ce dispositif. Gardez-les précieusement. On a prévu un temps dédié questions-réponses. Et nous vous proposons de passer au deuxième dispositif que nous vous proposons, qui est l'école de la triple expertise. Hop. Et tout de suite en image, la présentation du dispositif. Cette saison, le générateur de solidarité est dédié à la thématique des aidants familiaux. Ce programme d'accompagnement est basé sur la duplication de dispositifs existants au sein du réseau UNAPI. Dans ce nouvel épisode, nous allons vous dévoiler l'un des deux projets retenus par le générateur de solidarité. L'école de la triple expertise, c'est l'idée novatrice des papillons blancs d'Hazebrouck. Depuis toujours, les groupes de parole permettent aux aidants familiaux de partager leurs expériences pour en faire profiter les autres. Avec l'école de la triple expertise, les familles, les professionnels et les personnes aidées sont invités à partager sur des thématiques de leur choix qui font débat. Groupes d'échange, conférences et enquêtes auprès des personnes aidées permettent de confronter leurs approches. Leurs visions se complètent et alimentent un carnet de voyage témoignant de leur cheminement commun. L'école de la triple expertise, je pense que c'est venu tout simplement des postes cafés qu'on faisait déjà auparavant. Mais plutôt que d'échanger entre nous, on arrivait à échanger sur un but commun. Donc l'autodétermination, on l'a vécu, on l'a partagé entre nous, entre parents. Après, on a vu avec les personnes accompagnées, on a vu les professionnels, et au final, on a fait un regard croisé des trois versions en fait. Le carnet de voyage va permettre d'avoir un objet qui va rester et aussi de pouvoir le dupliquer. L'école de la triple expertise, c'est génial. Faut y aller, faut foncer. Ça permet de travailler au niveau des associations et ça permet de travailler nous-mêmes, mais nous avec nos enfants aussi. Et ça, c'est super important. La triple expertise, je trouve que c'est plutôt une formation. On s'est inscrit dans un cycle et on veut aller jusqu'au bout. On a eu des rencontres entre aidants et puis on a aussi eu des professionnels qui sont arrivés sur certains thèmes. On a donc une animatrice qui nous dirige, qui nous ramène sur la bonne route, qui canalise nos égarements. Donc l'école de la triple expertise m'a permis donc de laisser plus d'autonomie à mon fils, de mieux le comprendre d'un sens aussi. Et je ne sais pas si c'est ça, mais enfin, il est beaucoup plus heureux depuis 1 an. Il est plus heureux. Le fait d'avoir plus dialogué, ça nous a fait avancer. On a tous avancé finalement. Faites partie de l'aventure. Bénéficiez d'un accompagnement pour mettre en place ce dispositif au sein de votre association. Envoyez votre formulaire de candidature à générateursolidarité@unapi.org. Bonjour à tous. Alors, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été présentées, mais voilà, je vais essayer de peut-être resynthétiser ou repréciser un peu tout ce qui a été dit. Alors, je vais rester un peu sur le thème du voyage, hein, comme ma collègue, mais en fait, voilà, je vais vous présenter une autre forme de voyage. Donc, comme les personnes l'ont dit, hein, comme ça a été présenté, l'école de la triple expertise, elle est née dans le cadre d'un dispositif qui était déjà existant au sein des papillons blancs, qui est donc Post Café, qui était en fait un groupe de parole destiné aux aidants adhérents de l'association.
le groupe de parole. Donc, c'était pouvoir échanger ensemble, hein, groupe de parole assez classique, on va le dire, et à la fois s'y allier également des temps informatifs sur différents thèmes, la retraite, les aides financières. Le confinement est arrivé et suite au confinement, on a décidé de relancer Pause Café, donc tout d'abord en mode distanciel, donc par visioconférence. Et puis, ça a été aussi le moment de se dire, peut-être qu'on va lui donner, qu'on va faire une nouvelle offre aux aidants et on va transformer un peu Pause Café. D'où est arrivé aussi ce projet, hein, cette idée de transformer Pause Café. C'est que donc à l'époque, environ 2020, moi j'avais une arrivée assez récente au sein de l'association et il était important, voire essentiel pour moi que je puisse avoir connaissance des problèmes, des questions, des besoins que pouvaient avoir les aidants de l'association. Et en fait, je suis arrivée au constat que au-delà en fait du petit groupe de travail dans lequel j'étais et où je pouvais en effet échanger avec l'animatrice du groupe de parole et avoir quelques idées de ce qui pouvait être mis, en fait, ça restait un peu dans ce petit groupe. Et je trouvais important quand même qu'au fond, on puisse à un moment donné formaliser les besoins, les idées, les questionnements des aidants et surtout en fait de remonter cette réflexion à un niveau associatif, ce qui nous permettait aussi de mieux y répondre. Donc en fait, on est arrivé suite à notre échange l'idée de se dire on va créer un cycle avec des temps d'échange, des conférences. Donc ce temps, on l'a ensuite appelé École de la Triple Expertise. Hein. On a cheminé aussi dans la création de ce dispositif. Et la finalité, donc c'était de traiter un thème avec une visée vraiment de co-construction et de réflexion. C'est ajouté à ça également l'arrivée de notre directeur général qui a placé au cœur de son projet stratégique le développement de la triple expertise. Donc voilà, la rencontre en fait d'un constat, d'un groupe de travail et d'une dimension associative. On a construit ce projet et on s'est lancé. Donc on l'a expérimenté une première année. Et pour notre premier voyage, on a choisi le thème en fait de l'autodétermination. Alors pourquoi on a choisi ce thème? Parce que c'est un thème qui suscite beaucoup de questions, beaucoup d'incompréhension, mais surtout c'est un thème qui était très très présent lors des groupes d'échange entre aidants au sein de Pause Café. Donc voilà, on s'est dit on va choisir ce thème, c'est un thème que les aidants ils amènent et voilà, ça va peut-être marcher pour notre première. Et donc en fait dans ce qu'elle propose, hein, l'école de la triple expertise, l'idée c'est de créer un groupe d'aidants volontaires, hein, donc voilà, ils s'inscrivent dans une dynamique et en fait l'école de la triple expertise, elle leur offre la possibilité d'échanger entre eux, mais également d'échanger avec des experts qui peuvent en fait leur permettre d'amener voilà des connaissances supplémentaires, d'échanger avec eux et aussi en fait de leur permettre de mieux se comprendre, comme le disait Madame Évrard, de mieux comprendre son proche, mais aussi peut-être de mieux comprendre parfois des orientations associatives et des positionnements professionnels. Donc, c'est quoi ces conférences? Ça peut prendre différentes formes. Donc, nous, on a choisi des témoignages. Donc, d'abord, un témoignage, on va dire, avec une visée de compréhension de ce qu'était l'autodétermination, avec également donc, un apport théorique et un apport pratique pour parler aux aidants, parce que ça, je pense que c'est important. Et dans les échanges qu'on a eu suite à cette première conférence, on a choisi un deuxième temps d'échange sur l'approche positive parce que les aidants souhaitaient avoir des outils. Donc en fait, le principe de l'école de la triple expertise, c'est en effet un cycle qui se construit sur le principe de la remédiation, c'est-à-dire un apport, un échange, un nouvel apport et de nouveau de l'échange. S'ajoute en fait un peu à ce cycle un recueil de la parole, triple expertise, dit donc aidant, personnes à accompagner et professionnels. Et donc, on est allé chercher la parole des professionnels. La situation sanitaire a fait que nous avons choisi d'utiliser un questionnaire, mais voilà, ça peut être bien d'autres choses. Et donc, en fait, on est allé chercher la parole des personnes accompagnées, la parole des aidants, sur, pour eux, qu'est-ce que c'était l'autodétermination. Et en fait, on a croisé tout ça. Donc, on a réalisé en effet un petit carnet de voyage, voilà, dans lequel on a réuni toutes les paroles des personnes. C'est-à-dire qu'en fait, on a vraiment été au bout de l'idée, c'est de concrétiser les échanges qui ont lieu et de les formaliser.
Donc ça, on l'a fait, ça dure à peu près une année. Ce carnet de voyage, en fait, il est à destination de tous les participants, de tous les aidants, mais bien plus largement. Et aujourd'hui, on est dans la réécriture de notre projet associatif et le carnet de voyage va être un des outils qui va nous permettre, voilà, de continuer à réfléchir, notamment sur notre orientation sur l'autodétermination. Voilà, je finirai sur une phrase d'aidant parce que je trouve qu'elle résume bien ce qu'est l'école de la triple expertise, c'est savoir savoir recycler nos échecs, en tirer les conséquences, accepter et rebondir. Voilà, c'est un peu tout ça, c'est comment ensemble on avance, comment on avance tous ensemble dans un même objectif qui est voilà, le mieux-être des aidants, des aidés, comme a dit Madame Évrard, et en fait lapsus, mais également des aidants, bien évidemment. Merci beaucoup Delphine. Merci Delphine et Marie, en tout cas pour ces 2 présentations. Gardez bien vos questions, vous pouvez d'ores et déjà les poser dans le chat. On a bien sûr le temps questions-réponses qui arrive juste après. Donc là, vous avez découvert ces 2 dispositifs que nous avons identifiés et nous vous proposons, comme vous l'a expliqué Lionel, de les mettre en œuvre au sein de votre organisation. Donc nous lançons l'appel à candidature pour avoir 6 associations qui intègrent le programme du générateur de solidarité. Alors un peu plus en détail sur ce que l'accompagnement peut vous apporter, qu'est-ce qui est compris dans l'accompagnement générateur sur cette 2e phase. Donc comme vous l'a si bien expliqué Lionel, voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir un dispositif clé en main. Effectivement, nous avons travaillé avec les papillons blancs de Lille et d'Hazebrouck sur la formalisation de leur dispositif, donc notamment au travers d'un kit de duplication qui vous sera transmis, qui reprend toute l'histoire, le concept, les impacts identifiés et toute la méthodologie de mise en œuvre du dispositif, comment le mettre en œuvre pas à pas avec tout le périmètre, hein, le périmètre du dispositif, que ce soit la durée, l'organisation, le budget, les partenaires qui peuvent être mobilisés ou non sur ces dispositifs. L'accompagnement se fera avec entre autres Marie et Delphine et également Sophie Brobion des Papillons Blancs d'Hazebrouck et Céline Baudouin des Papillons Blancs de Lille, appuyée par notre partenaire spécialisé sur la question du changement d'échelle et plus précisément de la duplication en économie sociale et solidaire qui s'appelle SketchChanger. Et nous, ce qu'on vous propose, donc, c'est 4 ateliers d'une demi-journée d'échange et de travail avec des temps à la fois des ateliers thématiques, mais également des ateliers de co-développement pour résoudre les difficultés en cours de déploiement ou chercher des solutions sur la mise en œuvre des dispositifs pour les associations participantes. Le fait d'intégrer le générateur, ça vous permet d'intégrer une promotion d'associations qui vont ensemble mettre en œuvre ce dispositif. Donc, vous allez être par cohorte, néanmoins, bien sûr, il y aura des temps où vous serez également tous ensemble, quel que soit le dispositif mis en place. Nous vous proposons également un soutien financier à la mise en place, donc avec une dotation financière allant entre 5 000 et 10 000 euros. Et puis, bien sûr, nous communiquerons sur votre association, donc avec tous les outils de communication que nous avons à notre disposition. Donc, voilà, articles, vidéos, entre autres.
pour participer au générateur de solidarité, je ne vais pas m'appesantir dessus. On a tout formalisé également sur d'autres supports, notamment sur une plaquette de présentation du programme. Vous retrouverez bien sûr tous ces éléments-là. Ce qui est impératif, c'est de bien être une association du réseau, une API, également d'avoir mais en tout cas, en fonction des prérequis, d'avoir des personnes qui sont disponibles pour participer au programme, pour mettre en place le dispositif au sein de leur association. Nous, voilà, dans les critères d'appréciation, donc c'est les éléments que regardera un peu plus précisément le jury qui se réunira fin octobre, début novembre. C'est bien sûr voilà, la qualité, la motivation, la disponibilité pour mettre en place le dispositif, et puis la réponse aux prérequis qui sont spécifiés sur la plaquette. Et concernant les moyens, bah, c'est principalement humain, d'avoir voilà, une équipe pour mettre en place le dispositif. Un petit peu plus d'éléments sur la partie calendaire. Donc ça, c'est les grandes étapes du générateur. Alors pour ceux qui nous avaient suivis en novembre, nous avions lancé le premier appel à candidature sur l'identification, la sélection des 2 dispositifs. Donc là, nous sommes sur l'identification des futurs porteurs des dispositifs. Et l'idée, c'est de commencer l'étape 4, l'accompagnement des futurs porteurs de dispositifs à partir de novembre. Un petit zoom sur les prochaines étapes. Donc, nous avons ouvert, ça y est, les candidatures. Vous pouvez transmettre votre candidature dès maintenant par email. Nous clôturons l'appel à candidature le 14 octobre. D'ici là, potentiellement, en fonction s'il manque des éléments, nous, on peut aussi peut-être revenir vers vous avec un besoin d'échanges téléphoniques complémentaires, s'il y avait besoin d'affiner certains éléments. Et on vous propose de se retrouver fin octobre, début novembre, sur un petit temps de sélection avec notre équipe juridique. Alors, certains membres sont parmi nous. Alors, malheureusement, je ne vous vois pas, mais il y a Maël Piccolo, délégué régional de l'Auvergne-Rhône-Alpes, qui est présent et qui fait partie du groupe de travail générateur. On a également Cécile Abrantet, chargée de communication à l'UNAPUI, Léa Almandou, responsable des partenariats à l'UNAPUI également. On a Armande Roch, alors je ne sais pas si elle a réussi finalement à se connecter, qui fait partie du groupe de travail, Lionel, que vous avez également rencontré. S'il y a d'autres membres du groupe de travail qui sont présents, n'hésitez pas à vous manifester. L'idée, c'est de commencer la transmission, le démarrage des ateliers le 25 novembre. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas d'ores et déjà à bloquer votre vendredi 25. Donc, il sera un temps en présentiel à l'UNAPUI avec toutes les associations participantes pour commencer cette transmission. Donc, sur les 4 ateliers, commencer le premier atelier avec comme ambition, objectif, c'est voilà, d'avoir commencé en tout cas la réalisation, la mise en œuvre des dispositifs, idéalement pour l'été 2023. Et en l'occurrence, notamment pour les séjours de répit, qu'ils puissent voir le jour plutôt en juillet, août de l'année prochaine. Il y a pas mal de choses qui vous ont été transmises déjà dans cette présentation. Néanmoins, on a une page dédiée au générateur de solidarité où vous retrouvez tout sur le générateur de solidarité, sur cette édition. Tous les éléments de candidature, voilà, plaquettes, les vidéos, les formulaires, mais également aussi les éléments sur la première édition du générateur de solidarité, si vous souhaitez en savoir plus voilà, sur le programme. Donc voilà, vous avez jusqu'au 14 octobre. C'est très simple pour y participer. Voilà, c'est remplir le formulaire qui est disponible en ligne. C'est un formulaire en format Word que vous nous renvoyez par email.
Et nous sommes tout à fait disponibles si vous avez la moindre question en dehors de ce temps webinaire à l'adresse que vous voyez affichée sur votre écran si vous avez des difficultés pour répondre au formulaire ou si vous avez des questions. Voilà, pour n'importe quoi, n'hésitez pas à nous contacter. Et je vais laisser la parole à Léa Lemandou sur la partie partenaire parce que voilà, le générateur bénéficie de soutien. Merci beaucoup, Johanna. Je tenais à te signaler que pour l'instant, en tout cas sur la partie message, il n'y avait pas d'intervention qui nécessitait d'être relayée. Bonjour à tous, donc je m'occupe des partenariats à l'UNAPI et je tenais à remercier du coup les 2 partenaires qui nous accompagnent autour de ce projet, Apicil qui nous accompagne par le biais du CCAH et qui est moteur au niveau du sujet des aidants et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Et puis remercier également le Crédit Coopératif et je crois que Valérie Viton est parmi nous, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous m'entendez, Valérie? Oui, bonjour à tous. Bonjour Valérie, je vous laisse peut-être dire quelques mots sur votre soutien. Oui, merci beaucoup. Écoutez, merci pour cette invitation et déjà sur le principe et puis merci de me permettre d'écouter à nouveau les échanges que vous avez. J'avais déjà participé à une réunion sur l'impact. Alors là, c'est pas finalement si différent de ça, c'est aussi une autre forme d'impact. Et donc, c'est très intéressant, très enrichissant pour moi de voir ce qu'il y a derrière notre partenariat. Parce que quand on signe des conventions de partenariat, on signe des papiers, un petit peu d'échanges pécuniaires aussi, mais c'est vraiment la vie, le concret, l'humain que vous mettez derrière ce générateur qui est particulièrement enrichissant pour nous. Alors, le sujet des aidants, c'est un sujet qui nous tient à cœur. D'ailleurs, au Crédit Coopératif, on a lancé il y a quelque temps une offre de financement pour les aidants quand ils ont besoin d'acheter du matériel, pour les aidants, notamment personnes handicapées physiques, personnes âgées. Et on a l'impression parfois qu'il n'y a pas de fierté d'être aidant. Et on voit finalement, les gens ne viennent pas chercher un prêt aidant, ils viennent chercher un prêt à la consommation pour acheter du matériel en tant qu'aidant. Et j'aimerais bien qu'à travers ce partenariat qu'on a avec vous, on apporte une petite pierre à ce souhait de valoriser le fait d'être aidant. Voilà, alors moi, je connais l'UNAPI depuis fort longtemps, une vingtaine d'années que je suis de plus ou moins près ce partenariat. Et je pense qu'en tant que mouvement de parents, vous êtes vraiment extrêmement bien placés pour témoigner et incarner cette fierté d'être aidant. Voilà, donc à travers cette fierté que l'on peut avoir d'être aidant, nous sommes, nous, très fiers de participer aux côtés d'un partenaire aussi que l'on connaît très très bien, le CCAH, à ce projet et à l'essaimage, la duplication des expérimentations. Et c'est ça aussi le côté très moteur du mouvement, du secteur associatif, c'est d'être en capacité de tester des nouvelles choses et après être en capacité de les essaimer et puis parfois de tester des choses qui marchent pas, puis de passer à autre chose. On voit cette vivacité n'a pas forcément le secteur des entreprises parce qu'il y a une obligation de rentabilité qui parfois peut bloquer un peu les choses, ou le secteur public qui a souvent des lourdeurs que l'on connaît bien. Donc, c'est très intéressant que le secteur associatif continue comme ça d'avoir cette créativité et ne se laisse pas trop contraindre par les pouvoirs publics. Et j'espère que, à travers ce partenariat, on contribue à vous donner les moyens d'avoir cette vivacité, cette créativité. Voilà, je vais pas être trop longue parce que c'est pas ce qui est attendu de moi. Donc, encore une fois, un grand merci de m'avoir invité et de me permettre d'écouter tous ces échanges. Et malheureusement, je vais pas pouvoir rester très longtemps avec vous parce que dans 10 minutes, un quart d'heure, j'ai une autre contrainte. Mais un grand merci Léa et un grand merci à tous. Merci à vous, Madame Viton. Je te laisse reprendre la main, Johanna, pour la suite du programme. Merci Léa, merci
Merci Valérie. Alors moi, je vais arrêter le partage pour enfin pouvoir vous voir. Ce qu'on vous propose, c'est un petit temps questions-réponses. Vous en avez déjà à ce stade voilà, sur tout ce qu'on vous a présenté, sur les deux dispositifs, sur les modalités d'accompagnement. Voilà, n'hésitez pas. Alors, la première question est toujours la plus difficile. On peut tout de suite passer à la deuxième. Ah, je vois qu'il y a quelqu'un qui souhaiterait peut-être intervenir. Je crois que c'est peut-être Madame Farah. Non? Bon, bah, je vais me lancer. Bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Allez, je me lance pour la première question. Merci beaucoup pour ce webinaire et pour cette idée d'essaimage. Donc, je représente l'APUI de la région dieppe-oise, membre de l'UNAPUI, bien sûr. On a aussi une plateforme Répit et c'est la raison pour laquelle on est intéressé par ces projets. Ma question, en fait, c'est qu'on a aussi une expérience en lien avec la CAF qui, en fait, donnait des aides pour des familles qui n'ont pas des revenus importants, à revenus modestes et qui auraient un enfant en situation de handicap et qui donnaient des aides qu'ils appelaient des aides séjour social, voilà, un truc comme ça, AVS. Et en fait, moi, ce que je voulais savoir, et en fait, on accompagnait un groupe de parents avec leurs enfants et toute la fratrie. Ce que je voulais savoir, c'était par rapport au choix du lieu. Comment faire en sorte, comment vous avez fait le choix pour que 4 familles se mettent d'accord sur un lieu de vacances et du coup se partagent le temps de travail de 2 professionnels. C'est surtout comment vous avez animé le choix du lieu de séjour. Alors, si je peux me permettre de vous répondre, du coup, on s'est aussi appuyé sur des associations partenaires qui, d'habitude, organisent des séjours de vacances pour des personnes en situation de handicap. Où là, on leur a demandé, on a travaillé avec eux, ce projet, en fait, pour bouger un peu leur curseur et se dire, eh ben, avoir 2 animateurs, on loue un endroit. Donc là, on a notamment loué pour que chaque famille puisse avoir en fait un gîte, en fait, un studio ou quelque chose comme ça. On est vigilant quand on a une personne qui est PMR, par exemple, pour avoir un logement PMR adapté et d'avoir ces 2 animateurs, en fait, à disposition H24 et qui sont là pour ces 4 familles. Donc, au départ, les familles ne se connaissent pas, mais c'est aussi ça l'intérêt, c'est que avant le début du séjour, on organise un temps de rencontre où les familles se rencontrent, enfin, surtout les aidants et les animateurs peuvent poser toutes les questions qu'elles veulent poser. Si elles viennent avec leur personne aidée, il n'y a aucun souci. Mais l'idée, c'est vraiment qu'il y ait une connexion qui puisse se faire entre aidants, en fait. Donc, le lieu de vacances, c'est parce qu'on s'appuie sur des partenaires qui sont déjà habitués à organiser des séjours de vacances. La seule chose, c'est qu'ils ont bougé leur façon de travailler parce qu'en ordinaire, ils partent en séjour avec des personnes en situation de handicap. Là, ils partaient en séjour avec la personne en situation de handicap pour s'en occuper, mais en même temps avec un parent pour pouvoir permettre du répit à cette famille. D'accord. C'est pas l'UFCV, votre partenaire? Non, c'est des associations. Alors, des associations, je pense qu'on a localement avec qui on travaille très régulièrement. Enfin, voilà, du coup, non, c'est vraiment un accompagnement aussi des associations parce que là, par exemple, cet été, on a même modifié encore un tout petit peu. On est allé jusqu'à leur demander s'ils acceptaient que dans les familles qui faisaient partie, enfin, donc duo aidant aidé, par exemple, il y a une famille, donc un couple avec 2 enfants et les 2 enfants, enfin, les 2 adultes étaient en situation de handicap. Donc, ça voulait dire qu'il fallait que le gîte soit adapté et que c'était encore une autre forme de prise en charge quand il s'agit d'une famille que quand il s'agit juste d'un aidant avec son aidé. Merci. De rien. Alors, Madame Beurelou, je crois que vous avez levé la main. Voilà, j'active le micro, ça devrait aller mieux.
Oui, Vous on vous m'entendez? entend bien, oui. Voilà. Oui, moi, la question que j'avais, c'était aussi sur le répit. C'est comment vous sélectionnez les familles, comment vous les choisissez et voilà, c'est combien vous avez eu de candidats pour arriver à ces 4 familles? Oui, alors en fait, avec la plateforme d'accompagnement de répit, on rencontre régulièrement des familles, à la base, on n'y va pas pour leur présenter les séjours. Sauf que en les accompagnant, en évaluant un peu leurs besoins, on est amené à un moment à leur dire, bah, écoutez, on a cette proposition, on a monté ça, est-ce que ça pourrait vous intéresser ou pas? Et donc, c'est vraiment une étude au cas par cas. On ne l'a pas diffusée d'une manière générale sur nos sites ou sur des... voilà, c'est vraiment des rencontres, des évaluations individuelles, en fait. D'accord. Ok. Monsieur Bercon, je crois que vous avez levé la main, enfin, à part si Madame Borloo, vous avez d'autres questions. Non, non, je vais l'enlever, mais j'arrive. Je ne retrouve plus, mais voilà. Bonjour, 1, 2. Oui, on vous entend bien. Bonjour. Bon, super. Bonjour, Justin Berson, directeur de l'offre à l'ABI 33. J'ai effectivement une question qui pourra vous paraître naïve peut-être, toujours pour le premier projet. Du coup, qui porte le coût de l'accompagnement? Puisque dans les formes de vacances classiques, il y a quand même un reste à charge hyper important quand même pour les personnes en situation de handicap. Là, c'est quoi le montage en fait financier pour est-ce qu'il y a un gros surcoût pour les familles quand elles partent avec un accompagnateur qu'elles doivent elles-mêmes rémunérer? Comment vous avez réfléchi cette partie-là? Parce que c'est un peu le nerf de la guerre. Voilà. Merci. Alors du coup, pour l'été 2021, en fait, l'association a payé l'intégralité des séjours avec aucune demande de participation au niveau des aidants et des aidés. Ça a été pris sur les fonds propres de l'association, sur les bénéfices avec l'opération Brioche, par exemple, et des choses comme ça. Cette année, ici, on a demandé une participation financière qui était équivalente à une 50aine d'euros par personne participant au séjour. On ne se base pas, et c'est pour l'instant notre volonté aujourd'hui, on ne se base pas sur le quotient familial, on ne se base pas sur la feuille d'impôt et tout ça, parce qu'on ne veut pas que ce soit un frein justement à certaines familles. On part vraiment de l'aidant, de l'évaluation de ses besoins et de cette nécessité d'avoir du répit. Merci madame, merci. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions dans la salle? Alors, peut-être en attendant, est-ce que... Ah oui. Justement, dans la continuité de la question de Monsieur Bercon, est-ce que dans le cadre de la duplication cette fois-ci, le soutien financier peut permettre justement de... Est-ce qu'il devrait juste couvrir les RH, les salaires des intervenants, ou alors permettre aussi de réduire le reste à charge pour les familles? Alors ça, je pense que c'est plutôt vous, Johanna, qui répondez. Oui, c'est ça. Alors, ça sera mieux précisé sur la plaquette. C'est vrai qu'on ne l'a pas mentionné dans la présentation, mais on a identifié le coût des différentes formules de séjour de répit. Donc, on est, si je dis de mémoire, entre 9 et 11 000 euros pour la semaine, ou là, en l'occurrence, pour l'accompagnement individualisé, c'était pour 3 semaines d'accompagnement dans le cadre d'un relayage. Donc ça, c'est le coût qui est à payer. Et nous, dans le cadre du générateur, on va vous soutenir, on va vous transmettre une enveloppe allant entre 5 et 10 000 euros. Voilà, pour la mise en place du projet. Donc effectivement, peut-être qu'il y aura, ces éléments-là, ils seront affinés par la suite, mais peut-être effectivement, il y aura un complément à mettre à ajouter pour l'association. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des questions aussi sur l'école de la triple expertise? Alors, comme on a nos deux porteuses de projets, n'hésitez pas, il faut en profiter. Monsieur Bercon, enfin, je ne sais pas si c'était la main de tout à l'heure ou si vous venez de relever la main.
Non, non, malgré mon âge, je ne suis pas si habile que ça avec l'informatique. J'ai juste oublié de le baisser. D'accord, Je bon, il n'y a l'abaisse. pas de souci. Ouais. Bon, alors peut-être, alors si vous avez d'autres questions, est-ce qu'en commentaire, vous pouvez nous dire si vous vous êtes déjà, d'ores et déjà intéressé pour la mise en place d'un des deux dispositifs, si oui, lequel, ou est-ce que c'est les deux? Sachant que je ne l'ai pas dit lors de la présentation, mais vous pouvez bien sûr candidater pour les deux dispositifs, tout à fait possible. Donc n'hésitez pas à le préciser dans le chat, ça nous donnera quelques indications. Ah, oui, une petite question. Alors, votre micro est coupé. Effectivement. Bonjour à tous. J'aurais aimé avoir quelques éléments complémentaires par rapport au deuxième projet. Quand vous dites un apport ou un expert qui va parler du sujet, ces experts-là, vous les avez trouvés où, comment? Alors, le premier expert, c'était quelqu'un du réseau, voilà, qu'on avait entendu donc, sur l'autodétermination. Et la deuxième intervenante, c'était une intervenante d'un réseau antérieur dans ma vie professionnelle, voilà, que j'avais pu faire intervenir dans le cadre d'un autre emploi. Voilà, après, c'est une réflexion de comment aussi on peut on peut créer aussi entre nous, se transmettre en fait des noms, des prestataires, des intervenants, voilà, qui peuvent participer sur les sujets. Et pour aller dans la de continuité. votre association la plupart du temps. Enfin, voilà, vous avez cherché dans le réseau peut-être local ou peut-être un peu plus large que votre département, mais en externe de l'association. Oui. Alors, la première intervenante était du réseau UNAPEI et la seconde intervenante était belge. Donc, voilà, c'était quelqu'un d'extérieur. L'approche positive, voilà, étant une approche un peu particulière, mais également aussi une intervenante, voilà, je connaissais et c'était important aussi de savoir que c'est quelqu'un qui allait avoir une approche, c'est qu'à le dire, assez aisée, qui allait accrocher les aidants, voilà, de ne pas être dans quelque chose de complètement conceptuel. Qui n'aurait pas forcément été une bonne chose. En fait, en tout cas, c'est pas ce qu'attendaient les aidants. Et du coup, ces groupes d'aidants, ils étaient constitués ou quand vous aviez un expert qui venait, vous ouvriez à l'ensemble des proches aidants de l'association? Non, les interventions étaient pour les personnes qui participaient, c'est-à-dire qui s'étaient inscrits dans le cycle de l'autodétermination. D'accord, merci. Et pour aller dans la continuité de ce que vient de préciser tout à l'heure, à l'instant, Delphine, c'est vrai que la volonté dans ce programme du générateur de solidarité, typiquement là sur la recherche d'intervenants, c'est voilà, de mutualiser, peut-être partager des carnets d'adresses, parce que c'est pas toujours évident de trouver des intervenants experts, et puis voilà, développer une petite communauté de partage de noms sur le sujet. Voilà, pour alimenter, ça permettra voilà, d'alimenter les contacts qu'on peut avoir respectivement. Bon, bah, s'il n'y a pas d'autres remarques, on va pouvoir conclure. Oui, n'hésitez pas dans le chat. Ouais. Oui, mais préciser. j'ai pas pu faire partir mon message, c'est pour ça que je le fais par oral. Oui, moi j'étais intéressée à la fois par le répit, parce qu'on avait adressé un questionnaire à nos aidants familiaux, et c'était un besoin qui ressortait, et puis aussi par l'autre, parce qu'on a déjà fait il y a quelques années quelque chose qui ressemblait à ce que vous avez mis en place à l'école, où on avait interviewé on avait mis ensemble les familles, les aidants et les familles, les professionnels et les personnes handicapées qui s'étaient exprimées sur le thème intimité, sexualité, pudeur et affectivité, et santé, enfin bon, je sais plus, c'était vie affective, sexuelle, intimité, pudeur. Et donc là, on veut la suite logique maintenant, c'est la parentalité, et on aurait besoin, et on n'a plus trop les moyens qu'on avait il y a quelques années pour faire ce qu'on avait fait, et ça me paraîtrait d'école là une bonne façon de travailler sur ce sujet.
Merci beaucoup pour votre retour. Merci également, Madame Farah, pour votre retour par message. Est-ce qu'il y en a d'autres qui souhaitent voilà, réagir sans forcément avoir de questions Je ne avant sais pas de pourquoi mon clôturer? message n'est pas parti. C'est pas très grave. Merci en tout cas. Ah, vous souhaitez intervenir, Madame Ouais, Farah? je voulais suggérer à Madame Burlou de cliquer sur Entrée. Moi aussi, j'ai un petit peu galéré et après, il est parti. Et merci, Monsieur Tyran, pour votre message. Bon, bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres remarques, questions, on va clôturer. En tout cas, un très grand merci pour votre écoute, participation.